Du contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA. On parle intelligence artificielle aujourd'hui avec notre invité du jour, Ravi Por, associé en intelligence artificielle et données pour Deloitte. Bonjour Ravi. Bonjour, merci de me recevoir. Et vous êtes également fondatrice de l'OBNL Héros de chez nous. C'est exact, c'est un OBNL pour les jeunes qui éduquent sur l'intelligence artificielle. On est présent partout au Québec, aussi sur Télé-Québec en classe, CTFO, IDELO, des plateformes éducatives gratuites pour les jeunes. Alors, justement, continuons de parler d'intelligence artificielle. Au cours du dernier congrès du RQRA, vous avez fait une présentation, une conférence sur l'intelligence artificielle au service des RPA. Avant ça, vous avez eu l'occasion de visiter plusieurs résidences. Quelles ont été tout d'abord vos impressions par rapport à ces visites en RPA ? Lorsqu'on m'a approché pour offrir une conférence en intelligence artificielle pour le RQRA, pour moi, c'était extrêmement important de comprendre la réalité des RPA. Et donc, j'ai eu l'opportunité et la chance de visiter avec Capucine, dans le fond, le Sauvignon et aussi la résidence de la Chine. Très intéressant, des tailles différentes. Mes premières impressions, c'est plus tard, moi aussi. Moi aussi, j'étais pas aussi convaincue, mais en le visitant, à quel point les gens prenaient soin, avaient un respect, il y avait une dignité au niveau des résidents et des résidentes, de pouvoir faire de l'aquaforme, du yoga, du bowling et toutes les activités extracurriculaires. En voyant les résidents étaient heureux. Et donc, c'est ce que vous avez retenu de vos visites en résidence. C'était la première fois, j'imagine? Oui. En fait, c'était les premières émotions que je ressentais. Et ensuite, en échangeant avec les équipes, les DG, le personnel, c'était vraiment comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider à contribuer dans les résidences. Et justement, on y vient. L'intelligence artificielle, c'est souvent perçu comme une technologie un peu complexe, un peu lointaine. Concrètement, comment est-ce que ça pourrait déjà transformer le quotidien des résidences pour aînés? Tu le mentionnes bien, c'est abstrait. Donc, le volet numérique, je ne vois pas un algorithme devant moi d'intelligence artificielle. Donc, des fois, ça peut être une boîte d'inconnus et qu'est-ce qui aide beaucoup à comprendre, et c'était la même chose au niveau de la conférence, c'est de donner des exemples concrets. Qu'est-ce que ça peut faire dans le quotidien, non seulement au niveau du personnel, mais aussi au niveau des résidents. Les exemples que j'avais partagés, c'est lorsque Marc m'avait partagé le manuel des RPA, qui était un document de 242 pages. Et ça, c'est un document parmi tant d'autres. En ayant parlé à différents DG et aussi en allant à la rencontre dans les résidences, c'était toujours le même enjeu qui était relié au niveau administratif, au niveau clérical, et ce qui faisait en sorte que ça laissait moins le temps pour passer le temps sur le plancher ou avec les humains, tout simplement, les résidents, même entre équipes, entre employés. Ouais. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comme exemple, peut aider? C'est de comprendre plus rapidement des documents, de faire en sorte d'avoir des fiches mémoire pour la formation, des quiz en quelques secondes pour la formation aussi des nouveaux employés ou des employés actuels à travers des nouveaux documents, des nouvelles versions. Et ce qui a beaucoup surpris les gens, c'était le niveau podcast. Attention, c'est vraiment au niveau, on l'utilise de manière, dans ce cas-ci, éducative. Il y avait la conversation dynamique, il y avait le niveau du podcast et comment est-ce qu'on peut écouter en faisant, par exemple, une marche en allant du point A au point B en transport. Et ça, je vous avouerai que les gens étaient agréablement surpris. Mais donc, si je comprends bien, on pourrait prendre ce document de 242 pages et le transformer en balado, en podcast qu'on pourrait écouter par la suite. Exactement, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans la conférence. Je leur ai donné un bref aperçu de qu'est-ce que ça allait donner, parce que même différents styles de type de podcast, mais aussi en termes de vitesse, en termes vocal. Alors, au cours de cette conférence, justement, vous avez insisté sur l'importance d'une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les gestionnaires de RPA ?
C'est une excellente question et c'est un point extrêmement important à mentionner. Donc oui, il y a le côté positif de l'intelligence artificielle, mais comme tout outil, même un couteau de cuisine que je fais à manger avec, je l'utilise à bon escient, ça va bien, mais avec cet outil-là, je peux me faire mal et je peux faire mal à quelqu'un aussi. Ouais. C'est la même chose avec un outil en intelligence artificielle. On peut avoir des bonnes intentions. Il faut faire attention aussi. L'exemple que j'avais donné et lorsque j'ai partagé et que les personnes aussi m'ont partagé leur utilisation, si j'utilise des outils d'agents conversationnels comme ChatGPT, comme Gemini, comme Claude, si je mets de l'information personnelle et que j'utilise un outil gratuit, je donne mes informations, je donne les données. Est-ce que c'est utilisé à bon escient aussi? Donc oui, je peux avoir une bonne intention, mais il y a aussi le volet de l'encadrement de l'utilisation responsable. Donc en tant qu'utilisateur, mais deux, ça se peut aussi que je veux développer ou que je demande à une organisation de développer pour moi un outil en IA. Donc, dans ce développement et cette utilisation-là, quelle est la limite qu'on se donne pour protéger aussi les humains? Nous, en tant qu'utilisateurs, qu'employés, mais aussi les résidents, l'organisation. Alors, si on doit résumer brièvement les plus gros avantages de l'intelligence artificielle pour les résidences pour aînés, tant pour le personnel que pour les résidents, est-ce que ça serait un gain de temps, d'efficacité? Entre autres, oui, le gain de temps et d'efficacité. Le but n'est pas, avec l'IA, de remplacer l'humain, aucunement. Mais c'est de se dire, à travers des tâches répétitives qui ne sont pas nécessairement à valeur ajoutée, comment est-ce que je peux utiliser l'IA pour m'aider? Par exemple, le niveau de certification, les formulaires à remplir, les rapports de baux, tout ce qui est en lien avec la CNSST, tout ce qui est en lien aussi avec la sécurité, le bâtiment, etc. Dans ce cas-ci, comment est-ce que ça peut m'aider pour accélérer afin que je passe plus de temps où est-ce que j'ai de la valeur ajoutée avec les humains? Donc, ça, par exemple, c'est au niveau administratif. Au niveau des résidents, ça pourrait être dépendant de leur utilisation. On l'a entendu précédemment, est-ce que ça peut aider du côté de la santé, aider à prédire, aider à prévenir aussi? Mais bien sûr, il faut s'assurer d'avoir le consentement des résidents ou des familles. Alors, vous avez parlé justement du côté humain. L'un des enjeux majeurs en RPA, vous le savez, c'est la pénurie de main-d'œuvre. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle pourrait contribuer à atténuer ce problème sans déshumaniser ces milieux de vie? L'humain est au centre de ces technologies-là. Elles ont été créées pour les humains, par les humains. Alors, la collaboration humain et système en IA est extrêmement importante. Je vous dirais que oui, présentement, il y a une pénurie de main-d'œuvre, comme on le sait, dans plusieurs domaines, incluant au niveau technologique, incluant aussi de se dire, est-ce qu'on a assez de monde au niveau des RPA, aussi au niveau infirmier, par exemple. Donc, c'est de dire, comment est-ce que ces outils-là viennent supporter les humains et non pour les remplacer. aider? Exactement. Donc, non les remplacer, c'est pas ça qu'on parle. C'est vraiment de se dire, si ça me prend beaucoup de temps pour tout le volet clérical, si on se dit que ça peut nous aider dans certaines tâches, comment est-ce que je fais pour optimiser et utiliser l'IA à bon escient? Par exemple, ça serait de se dire, si une personne avec une expertise qui est beaucoup plus pointue et qui va aider au niveau de la prédiction de tout ce qui est nourriture qu'on aurait besoin, parce que les gens vont consommer différemment en fonction de qu'est-ce qui est disponible selon les saisons, si ça prend, exemple, 20 heures par mois, on peut utiliser et puis ça pourrait sauver 16 heures, puis on pourrait en prendre juste 4 heures. Donc, c'est de se dire, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie de main-d'œuvre technologique, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans d'autres domaines. Comment est-ce qu'on fait aussi pour faire en sorte d'utiliser aussi l'IA en termes de formation? On a parlé du podcast, on a parlé des fiches, mais aussi des quiz. Donc, ça peut aider dans plusieurs cas d'utilisation. Alors, pour les gestionnaires qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaiteraient peut-être amorcer cette transition après avoir écouté ce balado, par où est-ce qu'ils pourraient commencer? Quelles seraient les premières étapes? Les premières étapes, la formation.
de jouer avec des outils d'intelligence artificielle. Jouer, c'est un grand mot, mais de se familiariser. Par exemple, dans la conférence d'aujourd'hui, j'avais partagé Notebook LM de Google, mais il y a aussi, les gens peuvent utiliser Microsoft Copilot, ils peuvent utiliser, bien sûr, ChatGPT, Claude, le chat de Mistral, etc. Donc, c'est de se familiariser avec les outils et de voir comment ça réagit. Par exemple, si j'utilise un agent conversationnel comme ChatGPT ou comme Gemini, lorsque je pose des questions, il y a une manière aussi de poser ces questions-là, c'est-à-dire les requêtes où on entend souvent le prompt. Donc, dans ces manières d'écrire, il y a aussi une consommation qui est énergétique. Mais aussi, c'est de dire, il faut que je raffine ma question, il faut que je sois plus précis, oui. Il faut que je la pose différemment pour être capable de me répondre. Mais ça, c'est pas en un claquement de doigts, ça s'apprend en testant, en l'utilisant, en se familiarisant. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et durant la conférence, durant la pause, il y avait beaucoup de personnes qui partageaient aussi, j'ai besoin de me former, je vois l'utilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que je m'en vais chercher l'information aussi pour m'aider à l'utiliser? Donc, ça, c'est de un. De deux, c'est de comprendre la maturité technologique de son organisation. Où est-ce que vous en êtes présentement? Est-ce que vous en êtes à votre gouvernance de données? Donc, est-ce que vous devez travailler sur votre qualité de données, sur votre pipeline de données, etc.? Est-ce que votre architecture le permet aussi? Sinon, est-ce qu'on devrait se faire accompagner? Mais aussi, c'est de se dire, quelle est notre stratégie? Quand je parle de stratégie, c'est aussi de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de régler. Où sont nos besoins? Donc, de ne pas venir nécessairement avec « Ah, voici qu'est-ce que j'ai besoin comme outil », mais plus « Voici qu'est-ce que j'ai comme enjeu. » Exact. Qu'est-ce que j'ai comme problème et qu'est-ce qui peut m'aider à le régler? Oui, parfois, c'est de l'IA et parfois, ça peut être de l'automatisation. Donc, des fois, ça peut être autre chose, mais de venir avec une stratégie de déploiement parce que ça va inclure aussi le volet de la gestion de changement qui est extrêmement importante avant, pendant et après des projets en IA. Est-ce que vous pensez, selon vous, que ce manque de formation est l'une des principales réticences aujourd'hui par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Selon moi, oui. J'ai eu l'opportunité en presque 8 ans de rencontrer 150 000 personnes au Québec. Et puis, je vous avouerai que un des plus grands freins, c'est vraiment la connaissance face à l'IA. C'est de se dire, je fais confiance à quelque chose qui est abstrait, que je n'ai peut-être jamais vu et que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner exactement. Et je ne sais pas non plus quel sera à 100% le retour sur investissement. Et après, on me demande d'y croire. Donc, c'est pour ça aussi qu'on propose souvent d'aller de l'avant en testant ces outils-là. C'est vraiment, il y a des personnes qui peuvent être réfractaires vu la connaissance ou non face à l'intelligence artificielle, mais aussi la méconnaissance de l'encadrement de l'IA. Et l'encadrement de l'IA, il y a l'information sur le gouvernement fédéral et provincial que j'avais partagé aussi qui sont disponibles. Mais suite à ces principes ou ces codes de conduite volontaires, donc les deux existent, comment est-ce que je l'applique et je l'intègre dans mon organisation? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes RPA? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du RQRA? Ça, c'est un élément qui est extrêmement important de se dire, voici cet outil. Voici en général comment on l'utilise. Et voici, il existe un encadrement, mais une gouvernance aussi. Ouais, je comprends bien. Donc, il faut encadrer le tout, on va dire, au niveau de l'intelligence artificielle. On arrive tout doucement au bout de cette entrevue. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous aimeriez transmettre aux gestionnaires de RPA qui vont écouter ce balado? Ouh, j'en ai tellement à partager. Je crois que c'est important de se faire accompagner. Et c'est normal de se poser des questions. Et à travers de cette conversation-là qu'on a eue durant la conférence, le RQRA est présent, mais aussi de ne pas hésiter de se faire accompagner par des firmes, que ce soit Deloitte ou une autre firme. Faites-vous accompagner par des experts. Oui, dans ce processus. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que si moi, j'ai besoin d'un accompagnement au niveau santé, je vais aller voir une infirmière ou un infirmier, je vais aller voir un médecin. C'est important aussi de comprendre où sont les angles morts. Et l'IA, c'est aussi une culture d'innovation, c'est une gestion de changement. Elle est là pour rester, elle va toujours
continuer. Donc, comment est-ce qu'on va amener la diversité de parcours et de pensée pour les RPA, pour les résidents, pour les équipes? Un grand merci, Ravipor, d'avoir répondu à nos questions et accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes associée en intelligence artificielle et données pour Deloitte, mais également fondatrice de l'OBNL Héros de chez nous. Un grand merci. Merci. Est-ce que je peux me permettre un dernier mot? Oui, bien sûr. J'aimerais ça partager aussi que je viens de sortir tout juste un livre qui s'appelle Coder son destin par K.O. Édition, la maison d'édition. Mais pourquoi je le partage? C'est à travers mon parcours. Je viens d'une famille de réfugiés de génocide, je viens des parents qui sont des cultivateurs et j'ai toujours dû vulgariser c'est quoi l'intelligence artificielle. Mais dans ce livre-là, je partage comment j'ai réussi à travers mon parcours de créer des algorithmes qui sont moins biaisés. Et puis, tous les fonds du livre vont directement pour l'OBNL, c'est-à-dire pour les jeunes en intelligence artificielle. Très bien. Et donc, le nom du livre, c'est Coder? Coder son destin. Coder son destin. Un grand merci, Ravipor. Merci beaucoup. Merci de me recevoir.